t'appeler Timothée. Donc merci de nous recevoir à l'Astrobal. C'est la vieille salle de l'Asvel. Vous avez une nouvelle salle, désormais la LDLC Arena. On y était hier, on a eu la chance d'y être. Tu peux nous parler un petit peu de cette nouvelle salle, de cette ambiance, de pouvoir évoluer dans un tel outil de travail? Bah c'est un peu chaud à l'américaine. C'est bien parce que les fans, les supporters, tu vois, ils jouent vraiment le jeu. On a un super speaker qui envoie des décibels et qui lance vraiment tout le monde. Et ça change vraiment de l'Astrobal parce que bon, c'est une salle mythique, mais là-bas il y a une autre dimension et ça nous donne vraiment beaucoup plus d'énergie et ça. Je pense que ça se voit pendant les matchs. On aime beaucoup plus jouer là-bas. Voilà, c'est beaucoup plus grand, comme je dis, c'est le choix à l'américaine, ça donne beaucoup plus d'énergie et voilà, les fans, je pense que je pense qu'à eux aussi ça leur fait plaisir, tu vois, de changer d'environnement. Tu vois, l'Astrobal c'était bien pendant un temps et aujourd'hui, tu vois, c'est un peu le nouveau, tu vois, t'as des nouvelles salles qui sortent à Paris, à Orléans, donc c'était bien qu'on ait notre nouvelle salle ici. Et ça me fait plaisir d'être là ma première année, tu vois, à l'Asvel et qu'on puisse l'inaugurer cette année. T'es revenu en France cette année, on est à 5 mois à peu près, 4 mois et demi des JO. J'imagine que c'est un objectif pour toi. Parlons un petit peu, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que ça peut représenter pour toi les JO à Paris? Bah, déjà ça fait 100 ans que ça a pas été en France. Déjà jouer pour l'équipe de France, de 1, c'est une fierté. De faire partie d'une campagne, c'est une fierté. Mais en plus, tu vois, allier ces trois choses en étant en France, c'est pire encore. En plus, la salle de Lille, tu vois, Evan m'en parlait il y a 2 ans. C'était vraiment quelque chose d'incroyable quand ils ont fait le championnat d'Europe là-bas, avec je sais plus combien, peut-être 30 000 spectateurs, tu vois, qui sont pour toi. Voilà, le faire en France, tu vois, avec les nouveaux recrutements, avec Victor, avec tout ça, tu vois, ça peut vraiment être quelque chose d'incroyable et ça serait une énorme fierté de faire partie du groupe. Justement, tu parles de potentiellement faire partie de ce groupe. Toi, tu es vice-champion olympique avec l'équipe de France à Tokyo. Comment tu juges ta saison? Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup un tel fait une bonne saison, d'autres n'ont pas de club, un tel taf, un tel est plus dans le dur. Comment toi, tu juges ta saison avec l'Asvel? En demi-teinte, tu vois, genre personnellement, j'ai eu des périodes de satisfaction, de grand plaisir, tu vois, j'ai pris du plaisir à jouer et à vraiment m'exprimer, tu vois, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu cette opportunité de m'exprimer, de vraiment jouer longtemps, des grosses minutes et d'avoir la balle en main, pouvoir faire des choses créées pour moi et pour les autres. Donc ça fait vraiment plaisir, tu vois, cette année, il y a beaucoup de satisfaction. Mais en même temps, tu vois, il y a pas les résultats qui suivent, donc c'est là où le petit bémol, tu vois, il arrive. Et d'un côté, du coup, t'es un peu satisfait individuellement, mais tu vois, collectivement, on a du mal. Dernièrement, on est un peu dans le mieux, on est mieux. Je pense que le break, il nous a fait beaucoup de bien. On est tous arrivés avec une vraie ambition, tu vois, à la fin d'année, vraiment le championnat de France. Et vraiment, on a mis de côté l'Euroleague, la Leaders Cup et la Coupe de France, et vraiment on avance dans un vrai but. Mais ouais, individuellement, je suis assez satisfait. Tu vois, j'ai eu l'occasion de retourner en équipe de France pendant la fenêtre, donc ça c'était aussi super, tu vois, de jouer avec les mecs sûrement peut-être 60% de l'équipe de France cet été, donc c'était super. De remettre un pied dans l'équipe de France aussi, c'était top. Donc voilà, je pense que c'était l'année que je voulais en venant ici, en espérant que ça se termine super. Pour ça, tu dis que tu as remis les pieds en équipe de France parce que cet été, tu n'étais pas à la Coupe du Monde. Tu étais, on l'a dit, à Tokyo en 2021. On va revenir sur ce rôle parfait que tu avais. Tu étais à l'Euro en 2022. On y était où on a eu l'impression, mais je veux avoir aussi ton avis là-dessus, que c'était plus compliqué de trouver un rôle à toi et tu n'étais pas à la Coupe du Monde et tu es revenu donc cet été-là. Ça t'a fait quoi de ne pas être à la Coupe du Monde cet été? C'était frustrant, parce que tu sais, c'est frustrant de pas faire partie d'un groupe quand tu sais que tu peux aider. Après voilà, c'était un choix qui a été fait comme ça. J'étais content pour les gars qui étaient, tu vois. Mais c'était frustrant, c'est sûr que j'aurais aimé y être et donner mon 100% pour le maillot. Mais après c'est comme ça, j'ai regardé les matchs et j'étais déçu, je pense, que de pas pouvoir, tu vois, exploiter le potentiel énorme qu'on a chaque année, tu vois, d'aller chercher des médailles. J'étais déçu pour eux
Mais voilà, c'était frustrant de le voir de loin en tout cas. J'aimerais revenir sur ton parcours avec l'équipe de France. 2019, t'es pas là à la Coupe du Monde. 2021, t'es donc au JO à Tokyo. T'es backup de Nico Batum. T'es dans un rôle parfait. 2022, t'es censé être titulaire avec Nico qui est pas là. C'est plus compliqué, donc en 2023, t'es pas là. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce parcours un petit peu tumultueux? Comment toi tu t'es senti? Est-ce qu'à un moment t'as voulu plus? Est-ce que les relations avec Vincent? Parce que nous, de l'extérieur, on se pose beaucoup de questions. On aime bien en parler dans nos émissions, mais j'aimerais bien avoir ton avis à toi sur ces 2 ans où t'as un petit peu tout connu. Ouais, c'est clair. Tu l'as bien dit, au JO, rôle parfait. J'arrive du banc, j'essaie de mettre de l'énergie. Dès qu'il y a des points à prendre, dès qu'il y a des tirs à prendre, je les prends. J'essaie d'être agressif. Défensivement, c'est là où vraiment je donne toute mon énergie. Tu vois, je suis vraiment à 100% dans la défense. Dès qu'il y a vraiment un duel de l'autre côté du terrain, ça, je le prends avec envie. Et puis de l'autre côté, comme je t'ai dit, en attaque, dès que les opportunités arrivent, je les prenais. Mais ça, c'est 2021. Ça, c'est 2021 à Tokyo, pendant les JO. Je pense que après, on a tous élevé notre niveau de jeu à ce moment-là. Je sais pas si c'est le fait qu'on était tous ensemble dans les appartements, que voilà, c'était les JO, donc le niveau de focus, il était au plus haut. Tu vois, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on a tous été vraiment à ce moment-là un peu dans notre meilleur basket et dans notre bon rôle, tu vois, en équipe de France. C'était vraiment les rôles parfaits pour chacun. Et puis l'année d'après, voilà, il y a eu tu vois, c'était frustrant parce que je trouvais qu'on personnellement, tu vois, on n'avait pas retrouvé cette alchimie qu'on avait l'année d'avant. Et tu vois, d'être sur le terrain et de sentir que ça marche pas aussi bien que l'année d'avant, je trouvais ça injuste, tu vois. Je voulais qu'on joue pareil, qu'on joue aussi bien, et on n'y arrivait pas, tu vois. Et c'était ça qui était frustrant, tu vois. Et voilà, au final, j'étais censé être titulaire, je l'ai pas été. Je l'ai été à certains moments, et à d'autres moments, je l'ai pas été. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une compétition. Au final, on a fini avec les médailles d'argent. On a eu concours de circonstances énormes, voilà, contre la Turquie et l'Italie, mais au final on arrive en finale. Mais je pense que cette saison, cette campagne, elle a amené à la campagne d'après, tu vois, à la Coupe du Monde, où tu vois, on s'était lancé dans un truc tu vois, les fondations n'étaient pas posées, étaient pas super, et puis je pense que l'année d'après ça a un peu suivi, ça a été un peu un roulé-boulé, tu vois, et ça a pris une ampleur énorme. Et puis, en tout cas, c'est mon ressenti de l'extérieur, tu vois, surtout en ayant été présent l'année d'avant au championnat d'Europe et de le voir de loin au championnat du monde, j'ai l'impression vraiment que c'était un copier-coller encore plus gros. Est-ce que toi, par exemple, le fait que quand tu es au JO, que tu es backup de Nico Batum, tu arrives l'été d'après, Nico vient pas, est-ce que tu te dis, je dois en faire plus, je vais avoir plus de ballons, est-ce que c'est humain? Est-ce que toi, tu as eu ce ressenti-là? Ouais, j'ai clairement ce ressenti-là. Je vais pas mentir. Je pensais que, j'étais dans cette position idéale où j'allais arriver, on allait mettre dans le 5 et j'allais jouer, j'allais avoir le rôle que j'avais eu l'année d'avant avec plus de minutes et peut-être plus de ballons. Et c'est là où moi, de mon côté, j'aurais dû arriver avec on va dire que je suis pas arrivé avec la même envie que l'année d'avant. Je suis arrivé avec la même envie, mais du coup avec des attentes. Et en fait, c'est ça qui m'a fait du mal parce que l'année d'avant, j'avais 0 attente. Et vraiment, je jouais. Je sais pas comment dire parce que j'ai pas envie non plus de dire que j'ai pas eu les mêmes envies et la même énergie l'année d'après. C'est pas vrai, mais je sais pas, ça s'est passé différemment. Comme je dis, l'alchimie était pas pareille. Du coup, j'avais des attentes par rapport à comment le jeu allait se tourner, et puis du coup, ça s'est pas tourné en ma faveur, et puis c'était compliqué à vivre. Mais voilà. Et donc là, par rapport au jeu qui arrive, du coup, comment tu te situes entre ce que tu as su bien faire, ce que tu as su peut-être un peu moins bien faire? Est-ce que tu parles avec Vincent, justement, de ce qui a super bien marché? Parce qu'avec Fersim, honnêtement, avant de venir, là, on s'est rematé les matchs des JO.
on se dit, bah ouais, mais ton rôle, il était incroyable. Parce qu'avec Vincent, tu t'échanges sur dire, ben ça a marché, à cette époque-là, ça a moins bien marché. Moi, je peux être ce gars-là pour Paris 2024. Ouais, bah, je pense que dans un premier temps, lui, il voulait me voir, tu vois, pendant les fenêtres, pour voir comment j'avais évolué aussi de mon côté. Et puis après, on a beaucoup parlé de moi sans la balle. Bah, tu vois, un peu comme le rôle que j'ai eu hier contre Monaco, tu vois, sans la balle, vraiment qui prend des pin down, qui prend des staggers, qui fait des choses comme ça, qui défend dur et qui joue sur la balle, des cuts, des 3 points dans le corner, des trucs, des remontées. Il était là hier, en plus Vincent, c'est cool, donc du coup, ouais, c'était bien, tu as choisi le bon moment. Ouais, c'était top. Donc voilà, je pense que hier c'était un peu un rôle pareil qu'au JO, peut-être avec un peu plus de responsabilité bien sûr, mais je pense que ça peut être quelque chose d'exploitable pour cet été, parce que je pense que j'en ai les capacités, tu vois, et j'ai envie d'en avoir les capacités. Je travaille pour ça et j'espère que je ferai partie du groupe pour justement montrer que je peux le faire. Il y a 3 ans, vous faites un parcours aux Jeux Olympiques extraordinaire, vous perdez en finale contre les Ricains, et je sais que le premier truc que vous vous dites à la fin du match, c'est on peut les taper dans 3 ans chez nous. Alors, depuis, ils ont perdu à la Coupe du Monde, ils ont fait 4e l'année dernière. Là, ils vont envoyer une équipe d'Avengers. Tu crois toujours que vous pouvez que l'équipe de France peut être championne olympique cet été? Ouais, bien sûr. Bah après, c'est un match. Tout peut se passer pendant un match. Bien sûr que leur équipe, elle est en norme. Bon, c'est pas encore la totalité de l'équipe, de l'effectif, mais c'est un match. On peut gagner contre n'importe qui, on peut perdre contre n'importe qui. C'est pour ça que les JO, c'est aussi intéressant, parce que il faut vraiment que tu sois concentré, et c'est pour ça aussi, je pense que pendant les Jeux à Tokyo, on était si fort, c'est parce qu'on était vraiment concentré à chaque match pour pas perdre. On était dans le même groupe que les Quinri, on a fini premier au final parce qu'on a gagné le premier match contre eux. Ensuite, on a été parfait jusqu'à la finale, et je pense que c'était ça notre force, c'est que on vivait super bien, et quand on arrivait au match, pendant les entraînements et quand on arrivait au match, on était vraiment locked in, et on était tous les 12 comme ça. Et c'était ça notre grande force, c'est qu'on était vraiment à tous les matchs hyper motivés et hyper concentrés. Tu vois, je pense au match contre l'Italie, où ça se joue un peu à la fin. Bah, tous ces petits matchs, tu vois, c'est tous les petits détails, les rebonds, les pertes de balles, les positions. Tu vois, toi, tu dois être à ce niveau-là, à cet endroit-là. Mais en fait, vraiment, on avait un niveau de concentration à ce moment-là. Et je pense que c'est ça qu'on doit retrouver, c'est le niveau de concentration qu'on avait. Et c'est ça qui va nous permettre de gagner contre les Quinri, qui ont un jeu un peu plus, tu vois, où ils jouent un peu plus avec du freedom. Tu vois, nous, il faut qu'on soit vraiment concentré, qu'on joue, je pense, de cette manière-là aussi. Cet été, il y aura Victor Wembanyama qui va rentrer dans l'équipe de France. Quel regard t'as un petit peu sur sa saison, sur sa première expérience NBA, et sur ce qu'il peut apporter et changer en équipe de France? Bah, c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant après son année à Paris, où il a joué un match par semaine, où tu vois, il a joué 30 matchs. Là, il doit en jouer presque 80. C'est impressionnant. Franchement, hyper performant. Je pense que en équipe de France, ça va clairement tout changer, tu vois, parce que t'imagines, tu te retrouves avec lui et Rudy dans la raquette. Il n'y a pas grand monde qui peut aller finir sur ces 2 gars-là. Donc, tu vois, après, autour, tu t'imagines avec Nico, avec son envergure, tu t'imagines Gershon avec son envergure, et tu vois, des mecs qui peuvent défendre vraiment comme des chiens, tu vois, Andrew qui peut forcer les mecs à l'intérieur, et après, voilà, tu vois, tu dis au mec, bah vas-y, va essayer de mettre un lay-up ou un flotteur sur Victor ou Rudy. C'est pas la même du tout. Et j'espère en tout cas faire partie du groupe, et de voir ça déjà à l'entraînement, et puis après en match, si j'ai cette chance. On a beaucoup parlé de Joel Embiid qui a été naturalisé mais qui a choisi Team USA. Il se murmure plus ou moins, même si on n'y croit pas trop, que pourrait y avoir un meneur naturalisé d'ici là. Toi, quel avis tu as sur les pseudo-naturalisations? Bah, moi, je pense qu'on a tout le talent nécessaire en France. J'en suis persuadé. Après, quand il y avait la situation de Joël, qui était naturalisé, qui aurait pu potentiellement faire partie de l'équipe, ça va pas déranger non plus, parce que je connais ses ambitions, je sais dans quel état d'esprit il serait venu en équipe de France, et je sais pourquoi il serait venu en équipe de France, c'est seulement pour gagner, tu vois. C'est pas juste pour faire partie de la compétition, faire partie d'une équipe, ou
gagner un peu d'argent, parce qu'on sait que certains gagnent un peu d'argent pendant les compétitions. C'était pas du tout dans cette optique-là. Lui, c'était vraiment pour gagner et pour voilà, faire partie d'une équipe où il y a un challenge aussi, tu vois. Donc je pense que naturaliser un meneur, tu vois, je vois pas forcément l'intérêt parce qu'on a le talent nécessaire en France. Voilà, c'est juste que je pense que les mecs n'ont pas eu la chance de s'exprimer de la bonne manière, qui n'ont pas été au bon endroit forcément, mais je pense que le talent est là. Quand tu parles du bon endroit, tu parles de Saint-Pétersbourg et de la Russie, par exemple? Ouais, il y a ça, il y a, tu vois, peut-être que Kylian, il n'est pas au bon endroit à Détroit, il n'était pas au bon endroit à Détroit, peut-être que Franck, il aurait pu s'exprimer autrement ailleurs, tu vois, c'est plein de gars qui, je sais, qui ont le talent, tu vois, mais aujourd'hui, ils n'ont pas eu l'opportunité, tu vois, à 100% de l'exprimer, de le montrer. Très bien. J'aimerais Tu parlais de Joel Embiid, justement, toi, tu l'as connu à Philadelphie. Parlons un petit peu de... Tu pensais on savait tout ce qui était fort, tu pensais qu'il allait devenir ce qu'il a fait cette année, un mec qui met 70 points, qui marche sur tout le monde, qui peut devenir MVP, Ouais, qui a été MVP? Au début, pas du tout. Au début, je te cache pas, au début déjà, je le connaissais pas. Quand je suis arrivé, il a été blessé toutes ces deux premières années. Le mec que je connaissais de Philadelphie, c'était Jahlil Okafor. Jahlil Okafor et Nerlens Noel. Forcément, les mecs ont joué à Duke, les mecs ont joué à Kentucky. C'est ces deux mecs-là que j'ai en tête quand j'arrive à Philadelphie. Et c'est marrant parce que le premier entraînement que je fais dans la salle d'entraînement où je m'entraîne individuellement, je m'entraîne tout seul, Brett Brown vient me voir et il me dit, il est en train de discuter dans un coin avec Joël. Et du coup, Joël, il allait revenir cette année-là. Bien sûr, dans le protocole NBA où tu joues un match sur deux, tu fais pas les back-to-back, etc., mais il allait revenir cette année-là. Jahlil Okafor sortait de son année où il avait marqué 18 points par match, je crois, quelque chose comme ça. Il avait fini, je sais pas, deuxième ou troisième au rookie de l'année. Peut-être même qu'il avait pris le rookie de l'année, je sais plus. Mais non, Jahlil Okafor, non. Non. En tout cas, Brett Brown vient me voir et me dit Tim, comment ça va, machin de ça et tout. Qui tu penses qui va marquer le plus de points? Qui c'est qui va être notre leader offensif et notre meilleur marqueur l'année prochaine? Moi, naturellement, je regarde qui a été meilleur marqueur l'année d'avant et je dis Jahlil Okafor. Et il me regarde comme ça et il me dit moi je pense pas. Il me dit je pense que ça va être ce mec qui est dans le coin là-bas et je pense que ça va être notre meilleur marqueur pendant longtemps. Et après, du coup, il m'a posé des questions pour moi. Il m'a dit qu'est-ce que toi tu peux faire pour que lui, ça soit notre meilleur marqueur? Bref, du coup, après, on est parti dans une conversation. Mais tu vois, ils avaient déjà l'idée que c'était le meilleur marqueur. Moi, j'en avais aucune idée parce que j'avais pas vu, je l'avais jamais vu jouer. Je savais pas ce qu'il savait faire. Et de le voir évoluer année après année. Tu vois, la première année où il a joué seulement 30 et quelques matchs. La deuxième année où on est encore plus fort. On va en play-off. Il détruit Hassan Whiteside. Tu vois, année après année, tu vois, c'est vraiment allé crescendo et il a vraiment passé étape après étape. Tu vois, devenir All-Star, devenir Superstar, confirmer, là encore, tu vois, faire des choses qui impressionnent encore, marquer 70 points, poste 5 qui fait 2m15, 2m20, c'est hyper impressionnant. Et au début, franchement, pas du tout, je le voyais pas du tout faire tout ça. Et au final, tu vois, je trouve c'est normal, tu vois. Il a tellement de talent, il travaille, et je suis content, tu vois, de le voir faire ça. À Philly, tu as dû voir cette association Joel Embiid, Ben Simmons, auquel j'ai beaucoup cru. Personnellement, je pensais vraiment que c'est des mecs qui auraient pu aller au bout. Ils n'ont pas été loin à un moment donné face à Toronto. Ça a explosé complètement. Quel regard t'as là-dessus sur cette association qui finalement qui est pas allée au bout des choses? C'était fait pour que ça marche pas finalement, ou t'as été surpris toi de voir que ça fitait pas tant que ça? J'ai été surpris que ça marche pas. J'ai été surpris qu'ils perdent contre Atlanta, je pense comme tout le monde. J'ai été déçu, tu vois, de la part de tout le monde, que tout le monde dise que ce soit la faute de Ben, tu vois. Alors que voilà, c'est vraiment un match qui joue c'est un jeu collectif. Bien sûr on pense tous à l'action contre Atlanta chez eux où il aurait pu aller au dunk, au layup, et il fait la passe. Mais voilà, c'est moi de les connaître, tu vois, de tous les jours. C'était décevant, tu vois, surtout l'année d'avant où ils perdent contre Toronto, tu vois, c'était vraiment où je pense que c'est là que ça leur a fait beaucoup de mal.
Après, ils font les playoffs parce que voilà, c'est talent playoff. Mais je pense qu'ils ont atteint ce qu'ils devaient atteindre. Peut-être qu'ils avaient une chance de gagner l'année d'avant, comme je te dis, contre Toronto, où ils gagnent. Et peut-être après, ils vont jouer contre, je sais plus, c'était Milwaukee peut-être. Milwaukee. Donc peut-être qu'il y a eu cette chance-là cette année-là, mais je pense qu'ils ont atteint ce qu'ils devaient atteindre. Ils sont allés au bout du potentiel de l'équipe. Et je pense que pour tout le monde, c'est bien que ça a explosé et que voilà, ils aient fait leur choix sur Joël. Ils essayent de construire autour de Joël. Voilà, ils ont dit à Ben. Ils lui ont même pas dit va-t'en et c'est lui qui a voulu partir. Mais voilà, ça s'est passé comme ça devait se passer. Comme ça devait se passer, je pense. Revenons à toi un petit peu. T'as eu une belle expérience NBA. Quel regard tu as sur ton expérience NBA qui a commencé à Philadelphie, qui a fini, me semble, avec les Suns? Ouais. C'est ça. Tu as bougé entre-temps, Chicago, Casey. Tu as essayé de... Tu t'es fait une place. Des fois, c'était un petit peu compliqué. Quel regard tu as sur ton passage en NBA? Bah, j'en garde un super souvenir. J'en garde un super souvenir. Forcément, il y a des années... tu vois, ma dernière année complète, tu vois, Atlanta, c'était beaucoup de frustration parce que c'était vraiment très peu d'opportunités de jouer, de faire partie du vrai match. Parce que rentrer à la fin des matchs, c'est pas ça qui te donne le plaisir en tant que joueur. Mais franchement, beaucoup de positifs, énormément de positifs. J'ai eu cette période à Brooklyn où c'était vraiment super. J'ai eu cette période à Philadelphie où c'était super aussi. Tu vois, c'était même le moment que j'ai passé à OKC, il était top. J'ai pas joué, mais j'ai beaucoup appris. Tu vois, j'ai eu la chance de voir Westbrook et Paul George au quotidien. C'est une expérience, tu vois, qui est unique. Mais j'en garde énormément de positif. Je suis très content d'être resté 6 ans, tu vois, de laisser une dernière chance à Phoenix. Et je suis très content d'avoir pris la décision de rentrer aussi. Justement, c'est intéressant. En ce moment, on parle beaucoup des plus jeunes que toi, un petit peu, qui insistent peut-être un peu trop en NBA. C'est quoi le déclic à un moment donné de se dire « je rentre en Europe » ou c'est quoi à un moment donné l'autre déclic de se dire « non, je reste en NBA » ? C'est parce qu'on sait que c'est une bascule incroyable. Si on rentre en Europe, on n'est pas sûr de pouvoir revenir. Ouais, c'est rare de faire chemin inverse. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Là, je vais prendre mon exemple. Moi, c'était vraiment... en fait, tu as toujours ce petit truc qui te dit tu peux aller peut-être dans la même équipe, peut-être dans une autre équipe, et vraiment trouver un rôle, et vraiment faire ton trou dans ce rôle où ben, au final, tu fites parfaitement. T'as un coach qui te fait confiance, t'as un coach qui t'aime beaucoup, et tu peux peut-être signer un contrat de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et au final, ben, t'y arrives, tu restes, tu continues, et puis au final, à la fin de ce contrat de 4 ans, bah, t'en re-signes un. Et en fait, c'est l'idée que tu te fais, et l'image, et le cheminement que tu projettes là-dedans. Donc c'est dur de renoncer à ça. Mais d'un côté, moi, je pense que j'ai fait tellement d'équipes. Tu vois, en 6 ans, j'ai fait 6 équipes. Peut-être 7 avec Phoenix, je sais plus exactement, bref. Tu vois, j'ai fait 6 équipes et au final, tu vois, tu fais 6 équipes, tu te dis que au bout d'un moment, bah, il faut y aller, tu vois. Je suis très content de ce qui s'est passé, tu vois. Je pense que si j'avais eu un meilleur timing par rapport à Brooklyn, tu vois, à la fin de quand j'ai fait la bulle, tu vois, à Orlando, je pense que peut-être qu'à la fin de cette année-là, j'aurais pu peut-être re-signer un contrat de 3 ans, un contrat de 2 ans ou 3 ans. Malheureusement, j'avais encore 1 an de contrat, donc j'ai fait cette année de contrat. Et puis au final, ils ont pété l'équipe. Ça s'est passé différemment. Mais tu vois, pour ma part, je pense que c'était le schéma parfait, entre guillemets, pour rentrer en Europe. J'ai fait mes années, je me suis laissé une dernière chance à Phoenix. Je me suis dit, écoute, je fais le training camp, je vois si ça se passe bien. Si ça se passe bien et qu'ils me gardent, tant mieux. Je reste et je fais ma saison. J'essaie de faire en sorte qu'ils m'aiment pour rester la saison d'après. Ça s'est pas passé comme ça, du coup je suis rentré. J'étais prêt à rentrer. J'avais fait mon deuil entre guillemets de la NBA, j'étais prêt à rentrer. Heureusement pour moi, j'ai eu Milan qui en termes d'organisation est vraiment très similaire à l'NBA. Donc c'était parfaitement coordonné. La bonne transition. Et la moins de transition. Mais voilà, pour moi c'était le schéma parfait. Après, tu vois,
t'as d'autres joueurs qui ont fait une franchise pendant très longtemps, tu vois, 3 ans, 4 ans, et puis on dit il faut qu'il rentre en Europe, il faut qu'il rentre en Europe. Moi, je pense que c'est pas... C'est propre à ce mec-là, tu vois. Si il sent et il pense qu'il a le potentiel pour rester en NBA et qu'il a fait qu'une seule franchise, ben, tout peut se passer complètement différemment, tu vois. Tu peux avoir joué dans une franchise où tu avais 0 superstar. T'avais 0 superstar, ou justement t'avais une superstar, et tu vois, tu vas changer d'une équipe, tu vas te retrouver avec 3 superstars, 3 mecs qui ont la balle tellement qu'au final, ça ne sera pas arrivé sur toi, et peut-être que tu vas trouver ton rôle parfait, avec le talent que tu as. Tu vas trouver ton rôle parfait, et tu vas réussir, du coup, à trouver cette chose qui va te faire rester. Mais je pense que c'est propre à chacun, tu vois, c'est différent de tous. Il y a un aspect financier aussi, on va pas se mentir, la NBA c'est des sommes. Un joueur moyen ou même peu utilisé en NBA, ce qu'il va toucher par rapport à l'Europe, à un joueur bon ou moyen, il y a ça aussi, on y pense à ça aussi quand même. Ouais, quand tu me dis que tu vas signer, tu peux peut-être signer 3-4 ans NBA, ça change une vie quoi. Ouais, ça change clairement la donne et la vision que tu peux avoir sur le fait de rentrer en Europe. Après, tu vois, sur les joueurs qui restent sur un minimum NBA, tu t'y retrouves clairement en Europe, tu vois. Tu payes pas les impôts comme tu les payes aux États-Unis. Tu as ta voiture qui est payée. T'as pas mal de choses qui sont payées en Europe, qui le sont pas aux États-Unis. Et même le niveau de vie, tu vois, ici est beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Donc au final, je pense que tu t'y retrouves si t'es sur un minimum et que tu restes sur un minimum sur plusieurs années, tu t'y retrouves financièrement. Après, c'est sûr que voilà, cette vision de signer un contrat de 3 ans ou 4 ans où tu gagnes plus de 5, 6, 7, 8 millions par an. Puis après, voilà, si c'est au-dessus, bah, là, c'est complètement différent. Mais à partir de ces chiffres-là, ça commence à devenir plus intéressant en NBA. Parfait. Merci Timothée.